Bonjour à tous et bienvenue dans ces pronostics pour WWE Clash of Champions. C'est ça qu'on a ce week-end. Comme toujours, j'enregistre les pronostics avant l'épisode de SmackDown. Et cette fois-ci, je vais faire un truc un petit peu différent. Je pense que ça va vous plaire. Au lieu de vous donner uniquement mes pronostics, je vais vous résumer un peu l'histoire de chaque match. Je vais vous donner un contexte parce que je me dis, il y a des gens qui suivent la WWE que parmi mes vidéos et qui connaissent pas les gens. Donc déjà, c'est pas évident quand je pense pas à mettre les noms sur les miniatures. Mais je me dis que si en plus vous avez un peu de contexte, vous avez un peu d'histoire, ça peut être plus sympa à suivre. Par contre, pour des soucis de praticité, de montage et de rythme, on va dire ça comme ça, je les ai écrits à l'avance et donc je vais les lire parce que si je m'amuse à les résumer comme ça à l'oral, je vais bafouiller, je vais hésiter, ça va être très lourd à monter et ça va être désagréable pour vous. Voilà, donc sans plus attendre, on va commencer, non, on va pas commencer par les matchs qui n'ont pas de titre en jeu, puisque Clash of Champions, comme son nom l'indique, est le PPV de l'année où tous les champions doivent remettre leur titre en jeu. Donc tous les matchs ont un titre en jeu, à commencer par le titre par équipe féminin, dans un match qui oppose Nia Jax et Shayna Baszler contre le Riot Squad de Ruby Riott et Liv Morgan. Je vous lis le petit résumé. Les actuelles championnes par équipe ne peuvent pas se blairer, elles se sont alliées uniquement pour donner une dérouillée aux anciennes championnes Bayley et Sasha Banks. Sauf qu'elles ont gagné et maintenant elles doivent défendre le titre. Elles doivent affronter le Riot Squad, qui sont devenus les aspirantes numéro 1 au titre, après avoir vaincu les Iconics dans un match où les gagnantes devenaient aspirantes numéro 1 et les perdantes devaient dissoudre leur équipe. Dans l'acide. Ruby Riott a trahi Liv Morgan en février de cette année, mais lui a présenté des excuses en août, et depuis elles refont équipe, mais est-ce que leur amitié est prête pour un défi de la taille de Baszler et Jax? Baszler et Jax sont pas championnes depuis très longtemps, il me semble que c'est leur première défense de titre en PPV, je suis pas sûr et certain de ça, du coup j'aurais tendance à penser qu'elles vont gagner. Je vais pronostiquer une victoire de Jax et Baszler, même si je pense qu'il y aura plus de problèmes de communication du côté de Jax et Baszler que du côté Riot Squad. De toute façon, faut défendre Nia Jax et Shayna Baszler. Ça peut être le point de départ d'une rivalité entre Jax et Baszler aussi. Ça peut aussi être ça si jamais le Riot Squad gagne. Mais pour moi, la sécurité, c'est de pronostiquer une victoire de Nia Jax et Shayna Baszler. Ensuite, on va passer au titre par équipe de SmackDown entre Cesaro et Nakamura, les actuels champions, et Lucha House Party, la faction composée de Kalisto, Grand Metalik et Lince Dorado. Seuls deux membres de cette faction seront dans le ring. Évidemment, c'est un match 2 contre 2. Il y a des tensions au sein de Lucha House Party. Kalisto s'enorgueillit d'être le leader de la faction et prétend être meilleur que Lince Dorado. Et de fait, ces dernières semaines, Cesaro et Nakamura ont vaincu Dorado et Metalik. Cesaro a vaincu Kalisto après une intervention de Dorado et Metalik. Et Cesaro a vaincu Grand Metalik en solo. La seule victoire de Lucha House Party, celle qui leur a permis de se qualifier pour ce match de championnat, opposait les champions à Kalisto et Grand Metalik. Est-ce que les luchadors pourront mettre leur ego de côté pour remporter la ceinture? Je ne crois pas. Pour répondre à la question que je viens de me poser, je crois pas. Je pense que Cesaro et Nakamura vont rester champions parce que je pense que ça va être la fin de Lucha House Party. J'ai du mal à visualiser lequel va partir en solo. Soit Lince Dorado, soit Kalisto. À mon avis, ça va être Kalisto. Je pense que la WWE ne voit rien de particulier en Lince Dorado, ce qui est dommage parce qu'il est vraiment très très bon. Enfin, les trois luchadors sont vraiment excellents et méritent mieux que ce qu'ils ont eu jusque-là. Il y a de gros écarts de lumière, je suis désolé, il y a des nuages qui passent devant le soleil, c'est pas... Voilà, vous aurez des écarts de luminosité, désolé. Pour en revenir à ce que je disais, je pense que les luchadors vont se séparer, ce qui est extrêmement triste, mais en fait pas tant que ça. parce qu'ils font rien d'eux, donc... s'ils peuvent avoir une carrière solo un peu significative, au moins un des trois... Ils méritent tous les trois, mais au moins un des trois, ce serait chouette. On passe au titre par équipe de Raw, si vous le voulez bien. Un match qui oppose les champions Street Profits contre Andrade et Angel Garza. Je vous ai fait un résumé un petit peu long, mais je pense que vous allez comprendre où je veux en venir. Cette rivalité à la con dure depuis 6 mois, et j'écris, c'est beaucoup trop. Andrade et Garza devaient affronter les Street Profits à WrestleMania, donc en avril, mais Andrade a été remplacé par Austin Theory pour ce match. Ensuite, les Profits ont eu une interminable rivalité avec les Viking Raiders, qu'ils ont remporté en juin, avant de se faire agresser par Andrade et Garza. 4 semaines plus tard, les Street Profits affrontent Andrade et Garza et gagnent. La semaine suivante, il devait avoir 2 matchs solo, mais Montesford a été empoisonné. On apprend plus tard que c'est Zelina Vega, la manager d'Andrade et Angel Garza, qui a fait le coup. D'ailleurs, Bianca Belair, la femme de Montesford, ruine la tronche de Zelina Vega. Bianca Belair est elle-même catcheuse, évidemment. Et Angelo Dawkins bat Andrade dans un match solo la même semaine. Après ça, les Street Profits battent Andrade et Garza
à SummerSlam. La semaine suivante, Montez Ford bat Angel Garza. 2 semaines après, les Street Profits battent Andrade et Garza parce qu'Angel Garza abandonne Andrade pendant le match. La semaine suivante, qui est en fait la semaine dernière, Zelina Vega abandonne Andrade et Garza parce qu'ils n'arrêtent pas de se provoquer l'un l'autre, suite à quoi Andrade et Angel Garza se battent en coulisses. Et cette semaine, Andrade et Angel Garza ont gagné un triple menace pour devenir aspirant numéro 1 au titre par équipe de Raw, alors qu'ils se sont très clairement séparés la semaine dernière. Et au cas où vous n'auriez pas compris pourquoi je vous ai donné autant de détails, les Street Profits ont remporté pratiquement tous leurs affrontements de manière décisive. Ce match pue du slip edge conclu. Victoire des Street Profits? Ils gagnent à chaque fois. Et remarque qu'ils sont capables de faire gagner Andrade et Angel Garza en disant « Ah, c'est Zelina Vega qui était le problème dans l'équipe ». Ça n'a jamais été elle le problème dans l'équipe, c'est toujours eux qui ont eu des problèmes d'ego et elle qui essaie de tempérer. Je vais partir sur une victoire des Street Profits, c'est la sécurité, c'est l'évidence quoi, ils gagnent à chaque fois donc ils vont gagner. Apollo Crews contre Bobby Lashley pour le titre des États-Unis. Ça fait des mois qu'il y a une rivalité entre le Hurt Business, la faction dont Bobby Lashley fait partie, et ce que MVP appelle ironiquement le Catering Business, donc le business de la cantoche si on veut traduire mot à mot, formé par Apollo Crews, Ricochet et Cedric Alexander. Ce dernier a d'ailleurs fini par trahir ses alliés pour rejoindre le Hurt Business. On avait marre de se faire taper dessus, il s'est dit je vais aller du côté qui gagne. Bref, la rivalité est plus entre Alexander et Apollo Crews qu'autre chose. Mais tous les titres doivent être remis en jeu et ni l'un ni l'autre n'a de titre, donc c'est Bobby Lashley, donc l'actuel champion des États-Unis, qui affronte l'ancien champion qu'il a déjà vaincu pour le titre, Apollo Crews. Victoire de Bobby Lashley. Je ne prends pas trop de risques en disant ça. Bobby Lashley a déjà vaincu Apollo Crews pour le titre. Bobby Lashley bat Apollo Crews absolument à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie très claire, très nette, très lisible entre les membres du Hurt Business et du Catering Business. C'est pas le vrai nom de la faction, c'est un nom ironique, mais moi je trouve ça pratique de pas à chaque fois dire Ricochet, Cedric Alexander et Apollo Crews. Enfin du coup, Cedric Alexander en fait plus partie, mais voilà. Plutôt que de donner leur nom, je les appelle le Catering Business, et c'est dingue que Ricochet en soit là. Donc voilà, victoire de Bobby Lashley, ça me semble un peu évident. Ça devrait être la tagline du show. Dire que la tagline du show c'est Gold Rush, je pense que ça me semble un peu évident, ça devrait être ça. Genre Clash of Champions, ça me semble un peu évident. Ensuite, le match pour le titre intercontinental, un triple menace entre Sami Zayn, AJ Styles et l'actuel champion intercontinental Jeff Hardy. Sami Zayn était le champion intercontinental quand le confinement a commencé. Comme il a refusé de combattre pendant la première vague de l'épidémie, la WWE a rendu le titre vacant, ce qui est vraiment nul de leur part, et la WWE a organisé un tournoi qu'AJ Styles a gagné. Par la suite, AJ devait défendre son titre intercontinental contre Jeff Hardy, mais l'a agressé avant le match, le blessant au genou, le forçant à porter une attelle de genou durant leur affrontement. Mais Hardy a mis un coup de genou avec donc cette attelle dans la face d'AJ Styles, ce qui lui a permis de remporter le titre. Sami Zayn est revenu par la suite, prétextant qu'il n'avait jamais perdu le titre, et AJ Styles a fait remarquer que Jeff Hardy aurait dû être disqualifié pour l'utilisation d'une arme durant le match. Hardy a décidé de régler ça dans un triple menace à l'échelle. C'est un des matchs pour lequel il y a le plus de suspense. Je vois pas la WWE remettre le titre sur Sami Zayn, ça m'étonnerait beaucoup. Mais il est capable de voler la victoire, c'est un peu dans son personnage. Le pari sûr, là, en l'occurrence, me semble être sur AJ Styles, puisque c'est de loin celui qui est le plus protégé des trois à la WWE. Maintenant, un triple menace à l'échelle, c'est vraiment le match où si tu le perds, c'est pas grave, quoi. J'allais dire, il n'y a pas vraiment de perdant. Il n'y a pas un gars qui abandonne ou qui se prend un tombé pour perdre le match. C'est juste... c'est le premier qui a atteint la ceinture suspendue au-dessus du ring. Voilà, personne ne perd vraiment en perdant un match à l'échelle. Maintenant, le seul qui a quelque chose à perdre, finalement, c'est Jeff Hardy qui perdrait son titre intercontinental. Mais je vais quand même prendre la sécurité, je pense que c'est AJ Styles qui va gagner. Ça m'étonnerait pas du tout que ce soit AJ Styles qui gagne. Ensuite, et ça me flingue qu'ils mettent ça dans le kick-off, Asuka contre Zelina Vega pour le titre de Raw, le titre féminin évidemment, de Raw. Asuka dans le kick-off. Zelina Vega ayant abandonné son équipe, donc comme je vous l'ai dit, Andrade et Garza, elle s'est rappelée qu'elle est également une catcheuse et a défié l'impératrice de demain, Asuka, pour le titre féminin de Raw. Elle a vaincu Mickie James, l'ancienne aspirante numéro 1, afin de se qualifier. Cette victoire, ai-je écrit, est la première victoire en solo de Zelina Vega depuis août 2018. Il y avait d'autres gens sur la liste d'attente avant Zelina Vega, c'est ce que j'essaie de vous dire. Donc du coup, victoire d'Asuka, c'est une rivalité filler. Je pars du principe que Zelina Vega a aucune chance. Maintenant, ça va être cool de la voir catcher, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, et que c'est... un mimi, bah oui. Et que c'est tout de même une catcheuse, donc voilà, hâte de voir ça. Ça miaule pas mal aujourd'hui. Ensuite, pour le titre féminin de SmackDown, nous avons un autre match qui me semble être...
il y a un peu de suspense. Bayley contre Nikki Cross. Résumé simplement, Nikki Cross a vaincu Alexa Bliss, Lacey Evans et Naomi dans un Fatal 4-Way pour déterminer l'aspirante numéro 1 au titre de Bayley. Mais l'intérêt de l'histoire réside dans le fait que les deux femmes ont une histoire plus intéressante avec quelqu'un d'autre. Bayley a récemment trahi Sasha Banks, sa meilleure amie, prétextant que ce n'était qu'une question de temps avant que Banks ne la trahisse, elle, et qu'elle a simplement pris les devants car elle estime ne plus avoir besoin de son amie. Quant à Nikki Cross, elle s'inquiète pour sa meilleure amie Alexa Bliss, qui s'est faite enlever par le Fiend plus tôt dans l'année, et qui depuis entre dans un état second quand elle entend parler de son ravisseur, et porte le Sister Abigail, la prise de finition du Fiend, à la personne la plus proche, fût-elle une ennemie ou une alliée, dès qu'elle entend parler donc du coup du Fiend. Elle a d'ailleurs porté le Sister Abigail à Nikki Cross durant le Fatal 4-Way qualificatif dont je parlais plus tôt, avant de quitter le match, dans un état second. Donc il y a pas mal de pièces mobiles dans ce match. C'est-à-dire que c'est Bayley contre Nikki Cross, mais je serais surpris qu'Alexa Bliss intervienne pas d'une façon ou d'une autre, je serais surpris que Sasha Banks intervienne pas d'une façon ou d'une autre. Maintenant, si j'ai bien suivi les news en coulisses, il y a des histoires de Covid à la WWE, et on aurait des doutes concernant Bayley et Sasha Banks, concernant la santé de Bayley et Sasha Banks. Il y a eu des cas de Covid au Performance Center de la WWE, où sont enregistrés les épisodes de NXT, et Bayley et Sasha Banks ont enregistré un segment au Performance Center la semaine dernière. Donc peut-être que l'une des deux ou les deux soit l'a contracté, soit on ne sait pas trop encore si elle l'a contracté. Bref, il y a des zones d'ombre concernant ce match, peut-être qu'il n'aura pas lieu. S'il a lieu, je pense que Bayley va gagner. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Est-ce que quelqu'un va intervenir? Si quelqu'un intervient, comment ça va se passer? Je pense que le match qui va finir par arriver entre Bayley et Sasha Banks doit être pour une ceinture. Je pense que c'est important. Ce serait chouette que Sasha Banks batte Bayley pour la ceinture de SmackDown. Donc je pense que Bayley va gagner pour pouvoir raconter une autre histoire derrière avec la ceinture entre Bayley et Sasha Banks. Parce que Nikki Cross et Alexa Bliss, c'est vraiment plus une question d'amitié et de confiance. Il n'y a pas de championnat quoi dans l'histoire. Alors que Bayley et Sasha Banks, toute leur amitié tourne autour du fait qu'elles étaient championnes et qu'elles s'utilisaient en fait l'une l'autre pour devenir et rester championne. On va passer au match pour le titre universel entre Roman Reigns et Jey Uso. Roman Reigns s'est aligné avec Paul Heyman et a drastiquement changé de comportement. On appelle ça un heel turn. Le match qualificatif pour l'aspirant numéro 1 devait comporter le membre du New Day, Big E. Mais il a été agressé par Sheamus, le guerrier celte, et Roman Reigns, champion universel, a fait en sorte que Jey Uso, son cousin, le remplace. Remplace donc Big E qui a été agressé par Sheamus. Excusez-moi, la phrase n'était pas très claire. Jey a remporté ce match. Depuis, Jey et Roman ont affronté les deux autres membres de ce match qualificatif, Sheamus et King Corbin, dans des matchs en équipe. Dans le premier, Roman Reigns a laissé son cousin faire 90% du match avant de s'inviter à la toute fin du match pour arracher une victoire facile, et dans le second, il avait prévu de faire pareil, mais après que Roman Reigns a porté son spear, qui met généralement un point final au match, Jey Uso a enchaîné avec son splash, que Reigns a évité de justesse alors qu'il s'apprêtait à faire le tomber sur, je sais plus, sur Sheamus peut-être, ou sur King Corbin, je sais plus sur lequel des deux, et a fait le tomber, donc Jey Uso a fait le tomber pour la victoire. Roman Reigns a pris son cousin dans ses bras en le félicitant, feignant d'être fier de leur victoire, mais a perdu son sourire pour adopter un air menaçant alors que Jey Uso s'éloignait du ring. Roman Reigns est un multiple champion du monde et l'une des plus grosses stars de la WWE de ces dernières années. Jey Uso n'est que la moitié des Usos, équipe qu'il forme avec son frère jumeau Jimmy, actuellement blessé. Roman Reigns est le très net favori de ce match. Alors non seulement je pense que Roman Reigns va gagner, je suis à peu près sûr que Roman Reigns va gagner, non je suis sûr et certain que Roman Reigns va gagner, je pense qu'il va tuer Jey Uso. Je pense qu'il va en faire un exemple. Je pense qu'il ne va pas y avoir de lien familial qui va rentrer en ligne de compte. Je pense qu'au contraire, le fait qu'il soit de la même famille, donc de la famille Anoa'i, qui est une grande famille du catch, qui compte notamment The Rock, donc Dwayne Johnson, ça va amplifier le fait que Roman Reigns ne fait de sentiments pour personne. Il est champion et il fera tout pour rester champion. Il est devenu beaucoup plus agressif, il est devenu beaucoup plus brut. J'adore la nouvelle attitude de Roman Reigns. Il avait vraiment besoin d'un heel turn et ils l'ont mené de main de maître. C'est bien qu'ils aillent pas trop vite, c'est bien que Roman Reigns soit un peu dans la subtilité, c'est-à-dire il a pas déjà tué Jey Uso, il a pas déjà agressé Jey Uso. Vous allez voir cette émission après l'épisode de SmackDown de cette semaine. J'espère qu'il va pas agresser Jey Uso cette semaine parce que sinon ça va annuler tout ce que je dis. Mais apparemment, ils ont l'air décidés à faire en sorte que cette rivalité prenne son temps, que ce heel turn prenne son temps, que le personnage de Roman Reigns devienne pas d'un coup oh, je suis le gros méchant de l'histoire. Non, c'est insidieux. D'abord, il insère sa famille dans un match, ce qui est pas vraiment très juste. Ensuite, il est un peu jaloux quand c'est son cousin qui gagne le match, alors que ça aurait dû être lui.
des petits trucs qui sont pas... voilà, on avance petit à petit. Et je pense qu'il va y avoir on va avancer beaucoup moins petit à petit quand Roman Reigns va détruire Jey Uso ce week-end. Et enfin, ce qui d'après moi sera le main event, Drew McIntyre contre Randy Orton pour le titre de la WWE. Orton a eu envie de rajouter un 14e championnat du monde à son palmarès après avoir mis une nouvelle fois Edge sur le banc de touche après leur match à Backlash. Il a défié Drew McIntyre et ils se sont affrontés à SummerSlam, mais McIntyre a gagné. Après quoi, Keith Lee a vaincu Randy Orton à Payback, et Orton a agressé Drew McIntyre en lui portant 3 punt kicks dans le crâne, obligeant le champion à quitter Raw dans une ambulance. Un triple menace qualificatif a eu lieu pour désigner l'aspirant numéro 1 au titre de McIntyre, entre Randy Orton, Keith Lee et Seth Rollins. Randy Orton l'a emporté en faisant le tomber sur Seth Rollins. J'ai pas pensé à le résumer, mais il y a un détail intéressant, c'est que Randy Orton a fait le tomber sur Seth Rollins après que Keith Lee a fait son Spirit Bomb sur Seth Rollins. C'est-à-dire que Keith Lee a fait son Spirit Bomb sur Seth Rollins, Randy Orton est intervenu, a fait son RKO, sa prise de finition sur Keith Lee, et plutôt que de faire le tomber sur Keith Lee, il a fait le tomber sur Seth Rollins. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, d'une part, Randy Orton pense que son RKO ne suffit pas à finir Keith Lee, et d'autre part, il pense que le Spirit Bomb de Keith Lee est plus efficace que son RKO. Ça a vachement protégé Keith Lee la fin de ce match. Voilà, je l'avais pas noté, donc c'était une petite parenthèse. Mais après ça, McIntyre est revenu et a envoyé Orton à l'hôpital après 3 Claymore, sa prise de finition. La semaine suivante, McIntyre s'est dit que ce serait symbolique que la stipulation de leur match soit un ambulance match. Le premier catcheur à enfermer son adversaire dans une ambulance l'emporte. Comme il n'était pas sûr que Randy Orton soit rétabli pour Clash of Champions, McIntyre a proposé à Keith Lee de l'affronter, et si Keith Lee parvenait à vaincre le champion, il prendrait la place de Randy Orton dans le match à Clash of Champions. Parce que jusque-là, Keith Lee a vu souvent ses matchs se faire arrêter de façon prématurée par une intervention soit de Drew McIntyre, soit de Randy Orton, soit de Rétribution à un moment donné. On va pas parler de Rétribution parce qu'il y aurait des choses à dire, mais ils ont pas de match, donc je vais pas en parler. Donc voilà, Drew McIntyre a proposé à Keith Lee de prendre la place de Randy Orton s'il arrivait à le vaincre, si Keith Lee arrivait à vaincre Drew McIntyre, mais Randy Orton est revenu durant le match pour agresser les deux hommes. Ça sera donc bien Randy Orton contre Drew McIntyre pour le titre de la WWE dans un ambulance match à Clash of Champions, mais on peut imaginer que Keith Lee en a plein le dos, pour être poli, de voir ces matchs se terminer en disqualification à cause des interventions du champion et de son challenger. Donc il y a la pièce du puzzle Keith Lee qui va rentrer en ligne de compte d'une façon ou d'une autre, je pense, je suis à peu près sûr, et peut-être même qu'ils vont faire intervenir Rétribution, je pense pas, je pense qu'ils ont compris que Rétribution c'était foutu. Tout le monde se moque d'eux en ligne, même dans les coulisses, tout le monde se moque d'eux. Ce qui est très moche, mais bon, on n'est pas là pour parler de Rétribution. Je suis très partagé pour ce match-là, c'est celui pour lequel j'hésite le plus pour mon pronostic. Je vais me fier aux rumeurs qui me semblent pertinentes, qui disent qu'ils veulent refaire un match Randy Orton contre Edge à WrestleMania l'année prochaine, mais pour le titre de la WWE. Donc il va falloir que Randy Orton batte Drew McIntyre à un moment. Et comme Drew McIntyre a déjà vaincu Randy Orton une fois, il a prouvé qu'il était meilleur, il a prouvé qu'il pouvait le battre, je pense que Randy Orton va voler la victoire. Moi, la façon dont je vois le match se terminer, je pense que Drew McIntyre va essayer de faire un Claymore Kick à Randy Orton. Randy va l'esquiver et McIntyre va faire un Claymore Kick dans le vide et rentrer dans l'ambulance. Et Randy Orton n'aura plus qu'à fermer la porte de l'ambulance pour... c'est de la même façon dont Braun Strowman avait battu Roman Reigns dans un ambulance match aussi. C'est-à-dire que Roman Reigns a essayé de faire un spear, Braun Strowman l'a esquivé, et Roman Reigns a fait son spear dans l'ambulance, et Braun Strowman n'a plus qu'à fermer l'ambulance pour gagner le match. Je pense que ça va ressembler à ça à la fin, je pars plutôt sur une victoire de Randy Orton. Je préférais voir Drew McIntyre gagner, j'aime beaucoup son titre, j'aime beaucoup son règne, pardon, j'aime beaucoup le règne de Drew McIntyre, je préférerais vraiment qu'il gagne. Puis j'en ai un peu marre de la rivalité entre Randy Orton et Edge. Je veux dire, ils se sont déjà affrontés seulement 2 fois. Bah ouais, seulement 2 fois. Edge a gagné le premier, Randy Orton a gagné le deuxième. J'étais sûr et certain qu'ils s'étaient affrontés plus que ça. Mais j'aimerais bien que Edge, qui vient de revenir, affronte un peu d'autres gens, en fait, c'est surtout ça. Mais je pense que c'est inévitable que Edge finisse par re-affronter Randy Orton. Donc je vais rester sur mon pronostic de Randy Orton. Voilà, c'était tout pour mes pronostics. Dites-moi ce que vous pensez du fait que je vous contextualise un peu le match dans les commentaires. N'hésitez pas évidemment à me donner vos pronostics dans les commentaires. Le pouce bleu, vous savez où il est, vous savez que vous pouvez le mettre, que ça me fait plaisir. Vous savez où sont les commentaires évidemment pour me laisser des commentaires. Et vous pouvez vous abonner, activer la cloche si vous le voulez. Ne l'activez pas si vous ne voulez pas. Je parle dans le dernier point de
du contexte dans lequel mettre la cloche. Donc si ça vous intéresse, allez regarder ce point pour savoir ce qu'il en est. On se retrouve la semaine prochaine pour le bilan de Clash of Champions et pour le stage, du coup, puisque c'est le dernier PPV du mois, on se retrouve pour le stage de... c'est quel mois? C'est septembre, où je reviendrai donc sur les catcheurs qui ont le plus marqué de points, si j'ose dire, ce mois-ci, et les catcheurs qui ont le plus progressé et les catcheurs qui ont le plus régressé dans le classement annuel de 2020. J'allais dire 2019. C'est comme si 2020 n'avait refusé d'exister dans ma tête. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt pour la suite. Ciao.